Après avoir écouté notre podcast, vous allez voir en images avec Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique de la Cité de la bande dessinée. Jean-Philippe, rebonjour. Bonjour. Et vous allez nous faire une visite express de cette expo Marvel, super-héros et compagnie. On vous suit. Je vais essayer en tout cas de vous montrer des pièces intéressantes et la scénographie. Qui auront envie de venir visiter cette exposition. Voilà. Et donner un petit mot sur les scénographes aussi. Là, on en a pas parlé. La scénographie a été conçue par une société de scénographie qui s'appelle Les Charrons, qui n'est pas spécialisée dans les scénographies de bande dessinée, mais qui en a déjà fait quelques-unes. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec eux. Et qui nous a fait une proposition qui nous a beaucoup séduit par rapport au projet, par rapport au contenu qu'on avait envisagé pour cette exposition. Et donc on doit cette scénographie, on leur doit la scénographie, un certain nombre d'ailleurs de propositions, je trouve assez originales. Alors tout de suite, par exemple, là, on est dans un bureau. Alors on montre effectivement dans le bureau, on a essayé de manière allusive, légère, de montrer l'environnement de travail qui était celle des auteurs de Marvel au début des années 60. Et par exemple, alors je le signale tout de suite, il ne s'agit pas du vrai bureau de Jack Kirby ici, mais en tout cas d'un bureau qui s'en inspire, parce que c'était de manière un peu emblématique le rappel de la présence de Kirby dans l'histoire que j'évoquais dans le podcast et la présence importante de cet auteur. Et donc ici, ce qu'on a voulu en entame de l'exposition, c'est rappeler ou indiquer plutôt comment les choses se sont créées, se sont mises en place à partir des années 60 et comment donc, ce qui allait devenir la Maison des Idées, ce qu'on allait appeler par après la Maison des Idées, comment toute cette création s'est mise en œuvre, mise en place dans les bureaux de la Marvel dans les années 60, qu'on évoque notamment à travers une reconstitution qu'a faite un artiste qui s'appelle J.L. Mast. Alors là, on peut zoomer et on voit... on peut se déplacer en fait dans l'espace et voir les bureaux. Des bureaux, se déplacer donc dans les lieux, retrouver les conditions dans lesquelles travaillaient les auteurs Marvel à l'époque, avec des indications assez précieuses. Donc J.L. Mast est en train de travailler sur un projet de livre sur l'histoire de Marvel et cette reconstitution qu'il a faite au fil des années lui permet aussi pour lui de se projeter dans l'univers dans lequel travaillaient, évoluaient les auteurs qui allaient créer les 4 Fantastiques, qui allaient créer les X-Men, etc. Voilà, alors là maintenant on rentre dans une... Vous avez conçu ça dans des univers, on rentre à chaque fois dans un univers. Effectivement, comme je l'avais signalé, en présentant, en abordant le sujet par le biais des groupes de super-héros. Donc ici, en l'occurrence, on pénètre dans la pièce qui est consacrée... qui est placé sous le signe des 4 Fantastiques, mais qui nous permet aussi, c'était le prétexte, les groupes, ce qui nous permettait de répartir, entre guillemets, les sujets sur lesquels on souhaitait mettre en avant dans cette exposition. Alors, en plus, les Fantastic Four, c'est un peu la genèse du nouveau Marvel, du Marvel des années 60. La constitution du premier groupe, c'est là où se met en place, notamment sous la plume de Jack Kirby, tout cet univers. Peut-être voir du Jack Kirby, justement. J'aperçois, c'est une plante de Jack Kirby. Il y en a plusieurs des Jack Kirby. On va zoomer dessus, parce que c'est quand même un style très particulier, Kirby. Donc il y a effectivement plusieurs planches de Kirby qui ont, grâce à des collectionneurs passionnés qui ont pu mettre la main sur des planches qui sont des planches assez exceptionnelles, y compris et notamment des planches des premières années. On a pu, ce que je croyais pas possible en fait quand on a commencé à travailler sur l'exposition, c'était de pouvoir présenter des pièces de Kirby, Ditko des premières années, donc des années 60. Sachant que beaucoup sont dispersés, que le premier épisode de Spider-Man est collectionné par la Bibliothèque du Congrès, donc la perspective d'avoir des planches de cette époque-là était un petit peu hasardeuse. Et puis il y a eu un miracle entre guillemets, et on est tombé sur un collectionneur en France qui a des épisodes entiers de Spider-Man par exemple, ou des 4 Fantastiques,
qu'il a acheté directement, dans certains cas auprès des auteurs. Donc là, c'est le cas avec Jack Kirby. Hein, il a acheté directement cette planche des 4 Fantastiques. Et c'est un de ces collectionneurs qui a une passion pour Kirby en particulier, mais aussi tous les auteurs de cet âge d'or de la bande dessinée américaine, et qui, au fil des ans, donc, a constitué une collection impressionnante, dont on présente ici des pièces assez remarquables. Bah oui, voilà, on a énormément de planches. En fait. Combien de planches à peu près? Il y a des planches de Jack Kirby là, qui sont présentées, ouais. Il y a à peu près 150-160 planches en tout, oui. Originales. Et Kirby, il y en a quelques-unes. Kirby, c'est vrai que j'ai pas fait le compte, le calcul, mais je dirais qu'il y en a une bonne, peut-être 25. Oui, à la louche, c'est quand même assez énorme. Ok, bah continuons notre balade. Ça, c'est quoi? C'est le. Bon, ça, c'est une évocation en fait de cette reconstitution un petit peu, comment dire, qui ne repose pas sur des réalités scientifiques d'un environnement scientifique. C'est Red Richards, c'est ça, qui amenait les gens dans des univers parallèles, le scientifique un peu. Je le disais dans le podcast, Kirby, par exemple, dessinait beaucoup, aimait dessiner ces machineries, voilà, ces mécaniques, un peu totalement folle, oui. Qui effectivement n'avait pas de réalité physique ou de fonctionnalité réelle. Et donc là, c'était un petit clin d'œil justement à ce côté. Il y a un petit côté aussi rétro, vintage dans la présentation. Voilà. Dans ce mobilier. Au passage, donc, on voit les différents sujets qui ont été abordés dans cette thématique, y compris la question de l'humour chez Marvel, qui est un élément important en fait. Avec Spider Cochon, c'est moins connu. Oui, c'est un éditeur qui a travaillé, qui a joué sur sur la parodie, sur l'auto-parodie, et qui n'a pas hésité à s'auto-parodier, notamment à travers une série qui s'appelait, une série de fascicules qui s'appelait Lyot Brown Egg, qui mettait en scène, je crois que ça n'existe plus, mais qui mettait en scène les principales séries de chez Marvel, mais de manière parodiée, et la plupart des auteurs phares de la maison se sont auto-parodiés, leur style et leur série. Et puis l'humour, c'est aussi les dialogues des personnages. On notait notamment dans les échanges, par exemple, entre Spider-Man et puis les méchants qu'il combat, sur un dialogue qui est nourri et savoureux, et une pointe d'humour qui transpire, qui transparaît, d'autres allusions amusantes qui parsèment comme ça toute cette création. Ok, donc là on passe une porte des étoiles et on arrive dans un autre univers. Dans un autre univers qui est celui des Avengers. Donc, ah oui, alors là on va se mettre de l'autre côté, on voit le Hulk. On voit effectivement c'est impressionnant. Qui est une pièce qui a été qui est un Hulk officiel. Oui, à taille réelle. Validé et à taille réelle, taille 1. Ça fait presque peur. Qui a été validé évidemment par Marvel et puis Disney, et qui, je crois me souvenir, en fait, a été, c'est un Hulk promotionnel qui est sorti au moment de la relance de la franchise Hulk. Au cinéma. Au cinéma, absolument. Ouais. Et qu'on a, là encore, c'est un collectionneur qui avait récupéré cette pièce qu'il avait dans son salon, qui a bien voulu nous la prêter. Donc là, toujours en relation avec l'identité, on va dire, du groupe, on a des thématiques qui affleurent. Donc évidemment, une thématique concernant le Hulk, le géant vert, mais aussi du coup, ce qui nous permet, de parler de la question des mutations, de comment est-ce que ces personnages deviennent des super-héros, en tout cas acquièrent des super-pouvoirs, et de ce mélange en fait entre la magie, donc incarnée par Doctor Strange par exemple, la mutation qui est les effets de la modernité, les effets de la technologie dans la plupart des cas, et puis la technologie à proprement parler, qui constituent en fait des éléments qui s'imbriquent, qui se mélangent dans beaucoup des histoires, magie, mythologie, avec technologie, et tout ça se mélangeant pour constituer en fait un univers de science-fiction assez à part, assez innovant, et qui s'attache par exemple qui s'accroche assez bien à la thématique au groupe des Avengers, qui vont connaître aussi des aventures
cosmique. Jean-Philippe, vous allez nous montrer, je crois, une planche faite par une autrice française, c'est ça? Exactement. Non, alors, Marie Séverin n'est pas française, elle est américaine. Ah mince, mais bon, quand même, c'est une femme. Je pourrais vous montrer une planche d'une autrice américaine, un dessin. Et il illustre Dr. Strange. Et donc Marie Séverin est une autrice, qui est une autrice de premier plan, hein, parmi les auteurs qui sont fondateurs de l'univers que nous connaissons, et qui malheureusement en fait a été éclipsé ou un peu oublié dans cette histoire. Et là, c'est encore une opportunité que nous avons eue de pouvoir avoir plusieurs pièces de Marie Séverin, et donc le plaisir d'en exposer quelques-unes, comme cette planche tirée effectivement d'un épisode du Doctor Strange, dans un univers parfaitement reconnaissable. Voilà, et ça date de 67, et c'est vrai que ça... Tout à fait, c'était un peu oublié. Vraiment, Marie Séverin fait partie de ces auteurs phares qui sont vraiment à l'origine de l'esthétique de Marvel avec ce personnage étonnant. Ouais. Il y a même du Bill Everett qui est ici. Bill Everett, je le rappelle, qui était le créateur de Namor, qui était donc un des premiers super-héros créés dans les années 40, en même temps que Captain America, qui lui avait été dessiné par Kirby, et Bill Everett qui était un artiste très très prometteur, qui avait un peu disparu, qui avait eu quelques problèmes et qui est revenu pendant quelques années à la création chez Marvel, avant de connaître une fin assez tragique, je crois. Et qu'on avait plaisir effectivement à retrouver dans les planches qu'on nous a proposées. Alors, si on continue notre promenade, on a une autre thématique là qui est un peu étonnante. Alors, il y a une thématique effectivement. Alors, je ne sais pas si on parle de celle-ci en particulier. Ce qui nous intéressait évidemment, c'était aussi de montrer l'impact de cet univers dans l'imaginaire collectif, dans le et donc comment on s'emparait, comment ça se dérivait, ça pouvait se décliner, et comment les fans, les lecteurs s'en emparaient, créer des objets de collection, ou en tout cas et les cartes Marvel, réunissaient des objets de collection en dehors des livres et des fascicules. Et là, par exemple, Marvel avait développé une série de cartes, il y en a beaucoup plus que ce qui est présenté ici, hein, qui avait cette particularité aussi d'être constituées de dessins originaux, c'est-à-dire que les cartes en question ont été imaginées, dessinées par des créateurs qui ont proposé donc des dessins qui n'étaient pas des reprises en fait de dessins déjà existants. Et on a eu la chance de pouvoir récupérer une série qui a été réalisée donc par un auteur qui s'appelle Fred Ian, qui est un auteur français, qui donc a fait, ce sont véritablement des toiles, des toiles de la peinture, sont devenues des cartes à collectionner après. Oui, c'est effectivement. Donc il y a des collectionneurs, comme celui qui nous a prêté cette série-là, qui a réuni la quasi-totalité de la collection. Peut-être même des centaines qui ont été émises, et lui en a récupéré, les a toutes, a priori. Voilà. Alors là, on entend le bruit, on est dans un univers urbain. Dans un univers urbain, voilà. Et évidemment, celui-ci nous évoque un personnage qui est emblématique de cette création Marvel, de cette époque Marvel, qui est Spider-Man. Alors Spider-Man ne fait pas partie d'un groupe, même s'il a côtoyé et parfois combattu aux côtés de, je vais dire, la quasi-totalité, oui, parce qu'il a été avec les Fantastic Four, avec les X-Men, avec... Et il reste assez singulier, effectivement. Mais il a sa singularité, comme Daredevil, c'est des héros solitaires qui, à un moment ou à un autre, vont collaborer. Il a une place qui est un peu à part, en tout cas il est emblématique, je le disais dans le podcast, de ce renouveau du super-héros. Il incarne véritablement, son histoire indique où est significatif de ce renouvellement, cette personnalité complexe, ce personnage qui est embarrassé par ses pouvoirs. Il tombait sous le sens ou presque qu'on le mette très en avant dans cette exposition. Et alors peut-être nous parler quand même du père fondateur de Steve Ditko. Je crois que vous avez une planche, essayons de retrouver une planche de Steve Ditko. Alors Steve Ditko voilà une planche par exemple. Voilà. On en a même plusieurs en fait, les deux, ces deux-là. Et puis là on a une planche de John Romita senior, voilà, qui a été un des fameux, avec Ditko, il y a eu bien d'autres, mais qui a été un des fameux dessinateurs de Spider-Man.
Et donc Ditko, bah, lui, on lui doit évidemment d'avoir installé au fond le personnage, d'avoir créé cet univers-là, d'avoir imaginé cette représentation de ce personnage qui, dont les pouvoirs sont développés à partir d'un animal, d'un insecte en l'occurrence, enfin d'un arachno... Une araignée radioactive, voilà, tout à fait. C'est ça. C'est pas un insecte. Voilà, on la voit au mur derrière vous, d'ailleurs, attention. On l'aperçoit effectivement derrière. Ouais. Et Ditko, c'est un auteur qui est un auteur assez particulier, qui avait un univers graphique assez personnel. On a beaucoup évoqué sa manière de distordre ou de tordre les perspectives, par exemple, d'imaginer des univers très pop en fait dans la représentation, qui est assez caractéristique, qui est parfaitement reconnaissable, identifiable. Et ça va marquer, évidemment, ça marque fortement les débuts de l'histoire de Spider-Man. C'est-à-dire que là, la Bible s'est constituée. L'univers est créé grande partie, grâce à Ditko, et puis les suivants lui ont apporté évidemment leurs facettes, leurs touches, pour le magnifier, évidemment. Quoi. Enfin, alors là, pour le donner sa dimension. Alors, on rentre avec Wolverine dans un univers plus adulte. Donc là, vous avez consacré une grande pièce aux X-Men. On est dans l'école du professeur Xavier. Ah oui, on retourne à l'école là avec. On retourne à l'école effectivement avec les super mutants rassemblés donc par ce professeur. Alors il y a des portes. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? C'est des portes de classe, c'est ça? On rentre dans une classe. Et là, on a une étudiante qui est un peu abusée de l'alcool. C'est mystique, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà. Donc ils sont pas toujours très sages les X-Men. Mais du coup, quand même, voir alors, la place des objets aussi. Hein. Il y a des objets assez magnifiques. Là, c'est étonnant. Ah oui, ça c'est Diablo, c'est ça? C'est ça, absolument. Voilà. Qui a fait partie. Donc il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire des Avengers, donc des X-Men, pardon. Donc une période avec une équipe primitive, si je puis dire, faite notamment de Cyclope, du Fauve, de Jean Grey. Peut-être parler de regarder une planche de Jean Grey, parce que c'est quand même l'histoire du Phénix Noir. Nous, alors, un des premiers dessinateurs, par exemple, là, on est... Jean Grey qui allait devenir effectivement... bien plus tard d'ailleurs le Phénix. On voit d'ailleurs les transformations. On la voit devenir le Phénix à travers ces planches. Ah, c'est fou parce qu'une belle jeune fille qui devient un instrument de mort et de destruction. Exactement. C'est terrible. Et qui au départ est quasiment le numéro 2 en fait des c'est ça. Avec l'histoire d'amour avec Cyclope. Alors donnez peut-être le nom rapidement des dessinateurs qu'on voit là. Donc là on a du John Byrne. Oui. Là, on a du Roy Thomas, non, du Werner, Werner Ross, pardon, mais sur un scénario de Roy Thomas. Et puis, qui a-t-on ici Buscema, je crois, hein, c'est ça. Il y a du Buscema, John Buscema ici. Et là, j'ai oublié qui est là. Jackson Butch, Jackson Juice, pardon. Et scénario de Bob Layton. Oui, absolument. Donc là, on peut dire qu'effectivement, avec les X-Men, vous en conviendrez, les comics sont rentrés dans l'âge adulte quand même. Hein. Sont entrés, oui, tout en restant connectés avec, parce que cet univers d'école maintient quand même dans encore une porte, et là on voit une nouvelle équipe, voilà. Donc voit, effectivement, la réinterprétation des X-Men, toujours moderne. De personnages comme Colossus par exemple. Voilà. Alors continuons un petit peu d'explorer. On est toujours chez les X-Men. Donc là on évoque un peu plus les périodes les plus récentes, en fait, les plus modernes, on va dire. Et oui, Wolverine, avec forcément. L'arme X qui va marquer en fait les arcs principaux de la série. C'est très violent. Les 20 dernières années, on va dire. Très violent et puis là vraiment très beau. Quel est le dessinateur qui a fait cette planche là? Roland Boschi qui est magnifique, un auteur français. Ah oui, comme quoi. Et là celle d'en dessous là où on voit il se remémore. C'est Buscema. Oui, tout à fait. Il se revoit jeune. C'est une planche de notre collection, ça. Ah oui, c'est quand même collection du musée. Sans une parole, on voit tout le dilemme moral du personnage qui est. Donc là, on a du Romita. Rappelez-vous tout à l'heure, on voyait du Romita senior donc. Dans la salle consacrée à Spider-Man, ici, c'est son fiston, c'est John Romita Jr. Qui nous fait les Captain America. Captain America et pour terminer, on a Alan Davis, donc qui lui est un auteur anglais, hein, donc Roland Boschi un français, Davis un anglais. On voit toute la violence aussi de cette série. Et effectivement, c'est un personnage pas que pour enfants. C'est un personnage qui a connu la violence voilà. Et qui effectivement
est un personnage qui donne la mort. Hein. Et aussi. Ça fait partie. Ça, c'est à une époque de la production des personnages, des super-héros, où on s'autorise au fond à donner la mort. C'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, la mort était proscrite. Et oui, on ne tuait pas les ennemis, il y avait la censure, et là après on s'est bien lâché. Voilà. On accepte le fait que ces combats puissent déboucher sur la mort. Sauf Wolverine qui ne meurt jamais, hein, malheureusement. Et Wolverine, effectivement, c'est là où c'est un peu embêtant. Voilà, on le voit là. Alors, la qualité de son pouvoir, en fait. Tout à fait, de se régénérer. Alors là, pour terminer l'exposition, la conclusion entre guillemets, ou en tout cas la dernière partie de l'exposition, c'est évidemment un clin d'œil à cette histoire que j'évoquais dans le podcast. Ah oui, tous ces fascicules qui vous ont été offerts. Donc là, c'est magnifique, c'est en anglais. C'était évidemment de les valoriser dans l'exposition et en réfléchissant à la manière de le faire. Donc on s'est dit on va diffuser un certain nombre de couvertures et de fascicules dans le parcours de l'exposition. Puis ça s'est imposé assez vite dans les discussions de se dire on va essayer de montrer qu'il y en a beaucoup quand même et qu'il y a une grande diversité. Et effectivement, c'est un retour. Ce qui était important pour nous dans cette exposition, c'était de revenir aussi à la bande dessinée. Je disais ce matin dans le podcast que les personnages de super-héros de Marvel, on les connaît aujourd'hui beaucoup. L'imaginaire collectif s'en est emparé, mais beaucoup à travers le cinéma. Et parfois, malheureusement, ou étonnamment plutôt, on peut avoir oublié que c'est la bande dessinée qui a engendré ces personnages. Et donc l'idée, c'était, pour nous, musée de la bande dessinée, de revenir à la bande dessinée et de dire, on illustre un genre, on montre un genre propre à la bande dessinée, voire créé même par la bande dessinée, en montrant de la bande dessinée, et pas du cinéma. Et donc terminer ensemble sur l'évocation quand même de Claude Vistel qui est parti en 2023 et vous lui dédiez l'exposition. La responsable effectivement de Lug et donc Lug qui était le journal, la maison d'édition qui notamment a édité Fantasque, Marvel et Strange, qu'on appelait Strange quand on était que les collectionneurs s'arrachent à prix d'or maintenant. Et dans lequel beaucoup de générations de lecteurs ont lu et découvert et lu les histoires de super-héros, qui a contribué fortement évidemment à populariser tout ça, cette forme de bande dessinée pendant des années. Et elle a disparu effectivement il y a un an et ça nous semblait assez naturel de revenir vers elle, de revenir en tout cas vers Lug et puis tout le travail qui avait été fait pour promouvoir, pour faire connaître cette production. Voilà, et un beau travail, une belle exposition qui va donner envie à nos auditeurs et nos spectateurs de venir. On peut venir jusqu'au mois de mai 2025. Donc, on a le temps avec des temps forts un peu partout et au moment du festival aussi de la BD. Tout à fait. Voilà, Jean-Philippe Martin, merci beaucoup. On peut suivre le programme sur citebd.org. On peut effectivement découvrir le programme et tous les événements qui seront liés à cette exposition sur le site de la Cité. Et lire le petit best-of fait par Panini où on va retrouver des petites histoires. Des histoires dont certaines planches sont présentées dans l'exposition et qui a cette caractéristique de couvrir l'ensemble de ce que vous avez voulu montrer. De proposer des histoires qui datent des années 60 jusqu'à des périodes beaucoup plus contemporaines et des histoires courtes. Autrement dit, on n'est pas obligé d'aller chercher de se taper des intégrales parce que des fois c'est très long, donc effectivement là, une occasion des courtes qui permettent de mettre en situation les principaux personnages, d'aller à l'essentiel et puis de venir voir ces magnifiques planches originales au musée de la bande dessinée d'Angoulême. Monsieur Martin, merci. Merci.